Bonsoir à tous. Alors Marion m'avait dit que la Bretagne était chaude. J'ai vu, il y avait le soleil quand on est arrivé. Vous l'avez pas vu? Merci à tous de votre accueil. Merci à Franck Chevrel, notre coordinateur régional, à tous nos délégués départementaux de Bretagne ici présents. Mais merci aussi à toute notre équipe de sécurité. On oublie un peu souvent de les remercier, mais notre équipe de sécurité qui joue un rôle particulièrement important, car ce sont eux qui tiennent toujours, en toutes circonstances, éloignés de nous, à la fois les punks à chiens, les zadistes, et qui nous permettent ainsi de ne pas attraper de puces, et je ne parle évidemment pas des puces des chiens. Merci à vous tous, militants, adhérents, sympathisants, infatigables, irréductibles. Je dois vous l'avouer, je connais très peu la Bretagne. Alors, je vais zapper les 2 pages suivantes où je disais du bien de la Bretagne pour parler évidemment de Nice. Je connais très peu la Bretagne, mais j'ai à l'esprit et au cœur une image sans doute un peu romantique de votre pays. Pour moi, la Bretagne, c'est avant tout un pays rebelle et c'est donc un pays qui m'a toujours accompagné dans mes combats. Ce sont les pennes basses des paysans bretons qui se lèvent pour aller à la chasse au loup. La Bretagne, ce sont les marins, les ouvriers, les paysans qui s'en vont le matin tendre leurs embuscades. La Bretagne, c'est la révolte des bonnets rouges contre la fiscalité confiscatoire. C'est le peuple fier, impétueux, le peuple libre que chante si bien Soldat Louis. La liberté de la Bretagne, c'est l'océan qui la nuit va rejoindre les étoiles. C'est un immense, un grand bonheur, un grand honneur d'être aujourd'hui parmi vous ici en terre bretonne. C'est un honneur d'être ici, non seulement en terre bretonne, mais en terre d'Europe, à Carnac. Ce lieu est connu dans toute l'Europe. C'est un lieu mythique de notre plus vieille mémoire européenne. Depuis 7000 ans, ces pierres se tiennent debout. Depuis 7000 ans, ces pierres nous regardent, nous observent. À nous de tenir bon dans nos combats. À nous de tenir bon pour que notre histoire continue. Et que Menhir et que Dolmen voient aussi nos enfants, les enfants de nos enfants, les enfants de nos enfants, les enfants qui viendront après nous grandir à l'ombre de ces Menhirs et de ces Dolmen. Est-ce certain? Est-ce certain? Non. Pas si nous n'agissons pas, pas si nous renonçons. Car désormais, ici, en Bretagne comme ailleurs, le remplacement est à l'œuvre. Je dois vous dire, il y a quelques années de cela, j'étais venu pour donner une conférence à Rennes. Et j'avais été particulièrement marqué, c'était il y a 10 ans, déjà, de ce que j'avais pu observer dans le centre-ville de Rennes, où je dois dire que ça me faisait plus penser à Bagdad qu'à un Bagad. Oui, amis bretons, ici, comme partout ailleurs en France et en Europe, votre identité, votre sécurité, votre liberté sont menacées. Et ce danger, cette menace, ce n'est pas théorique, mais bien concret. En novembre dernier seulement, en novembre dernier, 6 hommes ont été renvoyés devant la cour d'assises pour avoir préparé des attentats. Ils déclaraient eux-mêmes s'inspirer de Daesh. Ces attentats, ils les préparaient dans l'arrière-salle d'une boucherie halal de Brest. Leur projet, attaquer un village. Grâce à des écoutes, on a pu le connaître. Je les cite. Tu tues tout un village en une seule nuit. C'est facile. Leur leader, c'était un de ces prétendus réfugiés. Vous savez, de ceux, non seulement qui ne fuient pas la guerre, mais qui viennent la porter chez nous. Oui, avec l'immigration massive vient l'islamisation.
Avec l'islamisation vient le risque du terrorisme islamiste. Oui, c'est bien l'enjeu vital, essentiel car existentiel des années à venir. Oui, c'est ce combat qui est au cœur de notre engagement avec Éric Zemmour et tous les cadres de Reconquête. Ce combat pour notre civilisation, pour l'avenir de notre continent, pour nos ancêtres comme pour nos enfants, c'est Marion qui l'incarne dans cette élection. En plus, c'est pas mal, comme j'entends mal ici avec les retours, j'ai l'impression que vous criez Vardon, Vardon, c'est génial. Ce combat, c'est Marion qui l'incarne dans cette élection et je crois que vous le reconnaîtrez et que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'elle l'incarne, chère Marion, bien au-delà de ce scrutin. Marion Maréchal, je vous le disais, je connais fort peu la Bretagne, mais je connais fort bien cette Bretonne. Marion Maréchal est ce que je connais le mieux de la Bretagne. Sacrée publicité que vous nous avez envoyée. Jusque dans nos terres, où là il y a le soleil, hein, désolé. Ah oui, non mais mettons-nous d'accord, si vous huez le soleil, il revient plus. Voilà, c'est... Bravo. Sacrée publicité que vous nous avez envoyée. Jusque dans le Vaucluse, jusqu'en Provence et le Côte d'Azur, où certains s'en souviennent encore. Tu l'as dit, Olivier, je suis à la tête de l'opposition municipale face à Christian Estrosi. Elle est facile, elle marche toujours. Le macroniste Christian Estrosi, bien sûr, qui a gardé un cuisant souvenir de son débat lors des élections régionales face à une pourtant toute jeune, toute fraîche, mais pas toute frêle, Marion Maréchal. Alors, vous me direz, c'est pas le seul qui a un bon souvenir des débats face à Marion. Il y avait Alain Juppé. Pendant la présidentielle, il y a eu Valérie Pécresse. Et puis, là, on entame la tournée. Hein. Voilà. Donc, on a eu Mathilde Panot en décembre. C'était pour un peu faire la première partie. Et puis là, on lance une logique. C'est pour Marion, 4 jours, 3 débats. Et donc, vous l'avez peut-être vu, sans doute vu. On a fait le dimanche Marie Toussaint, qui porte fort bien son nom, qui a un petit problème avec nos racines chrétiennes quand même, c'est pas exactement son créneau. Et puis le lundi, Valérie, alors on le prononce bien, ça évite les jeux de mots comme ça, c'est Valérie Ayé, qui elle aussi, je crois, va garder un très bon souvenir de ce débat. Alors le problème, si vous voulez, c'est qu'à chaque débat qu'on fait, les débats qui étaient programmés ensuite s'annulent. Voilà. C'est-à-dire qu'on devait avoir Sandrine Rousseau, c'est fini. Oui, bah oui, voilà. Voilà, elle a été retenue par un barbecue. Oui. Alors, on fera passer tout à l'heure une petite corbeille et vous mettez les noms des prochains que vous voulez voir débattre avec Marion, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de clients. Marion m'a fait promettre de ne pas parler d'elle. De ne dire que 3 mots, m'a-t-elle dit. Elle manque manifestement encore beaucoup d'expérience, puisqu'elle a fait confiance à un politique. Allez, je ne vais pas la faire rougir, parce qu'elle doit prendre la parole tout à l'heure. Que vous dire? Que vous dire sur Marion, si ce n'est tout ce que vous pensez d'elle déjà? Si ce n'est vous dire que ce que vous pensez d'elle est vrai. Oui, Marion est courageuse. Oui, Marion est déterminée. Oui, Marion est sincère. 3 mots, j'ai tenu ma promesse. Courageuse, déterminée, sincère. Marion, c'est la droite qui ne baisse pas les yeux. C'est la droite qui ne baisse pas les yeux dans les débats, dans les médias, face à nos adversaires, qui ne se couche pas devant la gauche morale, qui ne se couche pas devant les intimidations des journalistes, qui ne plie pas, qui ne rompt pas. Vous savez quel est l'enjeu.
Vous savez quel est le capitaine? Le capitaine plutôt que le lieutenant qui nous mène dans la bataille. Alors, suivez son panache blond. Avançons, avançons, continuons, continuons. Comme dans les sondages de ces derniers jours, demi-point par demi-point, point par point. Allons chercher ces voix, comme Marion le fait de débat en débat, de plateau en plateau, de meeting en meeting. Allez, de marché en marché, de quartier en quartier, d'immeuble en immeuble. Chaque voix, c'est un député supplémentaire pour porter la reconquête à Bruxelles. Chaque point va compter. Ne vous faites pas voler ce scrutin. Un seul jour, un seul tour, un seul vote pour la reconquête, un seul vote utile, celui pour vos convictions, contre la Commission pour l'Europe des nations, face à l'immigration et l'islamisation pour notre civilisation. Votez Marion le 9 juin. Le 9 juin, la reconquête sera au bout du chemin. Merci. C'est un appel aux héritiers et aux bâtisseurs de France. Aimez votre pays, aimez la France de toujours, protégez-la, défendez-la et soyez au rendez-vous pour bâtir la France de demain. Mesdames et messieurs, elle a été députée du Vaucluse pendant 5 années. Elle est fondatrice de l'ICEF, c'est notre tête de liste pour la campagne européenne. Merci d'accueillir Madame Marion Maréchal.
Merci les amis. Merci les amis. J'ai failli me faire engueuler par Olivier parce que j'ai commencé trop tôt après la musique. Merci Olivier pour ce magnifique show que tu nous offres ce soir. Merci à tous pour votre présence ici ce soir. Plus de 700 personnes, 700 Bretons, 700 cœurs battants pour la France, 700 esprits lucides, 700 âmes conquérantes, prêtes à m'aider, à nous aider à l'occasion de ces élections. Merci une fois de plus à nos infatigables militants, et je sais qu'ils sont nombreux ce soir. Merci à nos cadres, merci à nos élus, merci à ceux qui nous protègent une fois de plus aussi ce soir. Applaudissez-les encore car ils prennent des risques pour vous. Parce que, sachez une chose, nous sommes un jeune parti à Reconquête, mais nous avons d'ores et déjà instauré des traditions, puisque la tradition veut que chaque fois que nous faisons un meeting en France, eh bien, il y a des manifestations ou appels à manifestations d'extrême gauche, des gens qui expliquent au préfet que si le préfet n'interdit pas les manifestations, eh bien, ils les interdiront eux-mêmes, parce que, manifestement, selon eux, vous représenteriez un trouble à l'ordre public. Oui, vous. Pas les racailles, pas les islamistes, pas les violeurs sous OQTF de Grand-Bert, par les gens qui poignardent dans la rue. Vous, honnêtes citoyens qui payez vos impôts, qui élevez correctement vos enfants, qui ne vous plaignez pas, qui respectez la loi, vous êtes le cœur de cible auquel souhaite s'attaquer aujourd'hui l'extrême gauche. Alors je vous console, chaque fois nous avons des appels tonitruants dans la presse, des propos virils, des propos menaçants, des articles de presse très largement relayés, des indignations médiatiques de tous les élus de gauche. Et ça se finit de manière générale avec 15 clampins, dont 4 assistants parlementaires de députés LFI, des permanents d'associations d'extrême gauche, généralement de la Ligue des droits de l'homme, et puis 3 militants syndicalistes CGT. Voilà. Bon. Avec une moyenne d'âge d'à peu près 65 ans, ce qui facilite un peu la vie, disons-le, de notre personnel de sécurité. Je dis ça, j'espère ne pas nous porter la poisse. Mais jusqu'ici, consolez-vous, nous sommes manifestement majoritaires. Et c'est le message d'espoir que j'ai envie de vous porter ce soir. Dans un exercice un peu particulier, parce que vous me permettrez, je ferai ce soir une introduction, je vous parlerai d'un sujet qui me tient un peu à cœur dans ces élections européennes. Et puis, si vous le voulez bien, je me prêterai à un jeu de questions-réponses pour pouvoir échanger avec vous et répondre à vos éventuelles interrogations sur l'actualité, le projet politique de Reconquête ou les élections européennes, afin que ce soit peut-être un peu plus dynamique. Je sais que les politiques adorent parler, mais ce soir, je vais me taire un petit peu plus et vous écouter davantage. Ça me sera très utile pour les semaines à venir. Mais ce que je veux vous dire en préambule, c'est ça, c'est un message d'espoir. Je sais et je mesure combien il est difficile d'espérer dans la période actuelle. Je le sais d'autant mieux que je ressens parfois comme vous cette lassitude, ce désespoir, parfois cette tentation de résignation. Et il est vrai que tout semble nous tomber sur la tête, à la fois sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan identitaire, sur le plan géopolitique. Et pour autant, si je suis revenue en politique, ça n'est pas pour rien. J'ai arrêté la politique pendant 5 ans. J'ai monté une école, vous le savez, j'ai voulu monter un Sciences Po de droite face à l'effondrement de l'université et face à la gangrène islamo-gauchiste dans nos écoles. Et cette école vit et elle grandit, et heureusement. Donc j'aurais pu très facilement continuer ainsi, j'aurais pu continuer cette carrière dans le privé, c'est un métier qui me plaisait beaucoup, mais j'ai fait le choix de revenir en politique. J'ai fait le choix de revenir en soutenant Éric Zemmour à l'élection présidentielle parce que j'ai l'intuition, j'ai le sentiment que nous sommes à la croisée des chemins. C'est-à-dire que tout va se jouer dans les décennies à venir et si nous ne jetons pas maintenant toutes nos forces dans la bataille, nous pourrions en effet le regretter gravement et peut-être définitivement pour nos enfants. Et j'ai jeté cette énergie dans cette bataille des européennes avec d'autant plus d'enthousiasme qu'il se passe quelque chose. Il est en train de se passer quelque chose en Europe. Vous l'avez vu,
des gouvernements de droite identitaires sont en train de gagner les uns après les autres en Europe. Des partis de droite identitaire, parfois tout jeunes, parfois tout nouveaux, sont en train de progresser de manière spectaculaire, là aussi, partout en Europe. Et autre chose, encore plus incroyable, tous les sondages européens sont en train de montrer que pour la première fois, nous pourrions changer la majorité au Parlement européen. Je ne vous dis pas ça comme un élément de langage. Je sais et je mesure là aussi combien il est difficile de croire que nous pourrions changer quelque chose en Europe. J'ai 34 ans et j'ai grandi dans cette Europe des slogans. Voilà. La mondialisation heureuse, l'Europe c'est la prospérité, l'Europe c'est la paix, l'euro c'est le succès économique. Et depuis que je suis née, je n'ai de cesse à toutes les élections d'entendre qu'on va changer l'Europe, réformer l'Europe, refonder l'Europe, faire renaître l'Europe. Donc je sais et je mesure combien le slogan peut paraître dérisoire ou infondé. Mais sauf que là, c'est différent. Là, c'est différent. Parce que depuis toujours, l'Union européenne est gouvernée par une majorité qui est composée d'un groupe de centre-droit, celui des LR, qui gouverne avec le groupe des libéraux, celui des macronistes, et qui gouverne avec le groupe des socialistes. C'est toujours cette même majorité de compromis qui est aux affaires depuis que l'Union européenne existe, avec des alliances ponctuelles, avec le groupe écologiste. Sauf que là, c'est différent. Tout est en train de montrer que le groupe auquel nous appartenons, nous, Reconquête, qui est le groupe des conservateurs et réformistes européens, dans lequel vous retrouvez l'Italie de Giorgia Meloni, demain probablement le gouvernement de Viktor Orban, mais aussi d'autres gouvernements et près de 17 nationalités, peut être le groupe qui battra le groupe d'Emmanuel Macron au Parlement européen. Et si cela arrive, et c'est ce qu'est en train de dire les sondages, si cela arrive, ça veut dire que le rapport de force change complètement au Parlement européen. Ça veut dire que demain, le centre de gravité du Parlement n'est plus au centre mais à droite. Ça veut dire que le groupe auquel nous appartenons devient le groupe pivot, faiseur de roi de la majorité. Et ça veut dire qu'allié avec d'autres groupes, comme par exemple celui où se trouve le Rassemblement national ou une partie du groupe aujourd'hui du centre-droit qui pourrait renoncer à faire des alliances avec la gauche pour préférer des alliances avec la droite, nous pourrions recomposer une nouvelle majorité. Et nouvelle majorité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire nouvelle présidence de commission. Ça veut dire sortir Ursula von der Leyen. Et ça me fait plaisir. Moi aussi, cette perspective m'enthousiasme. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que ce que démontrent ces sondages, c'est que c'est possible, c'est probable même, mais ça va se jouer à peu. Ça va se jouer à quelques dizaines de députés. Et donc, c'est là où la présence de Reconquête est indispensable. Parce que ces quelques députés qui peuvent manquer pour faire toute la différence et changer l'histoire européenne, c'est nous qui en avons en partie la clé. Et donc, par pitié, si vous avez des gens qui hésitent dans cette élection, dans leur vote à droite, dites-leur que le vote utile dans cette élection, ça n'est pas de battre Emmanuel Macron en France, c'est de battre Emmanuel Macron au Parlement européen. C'est ça l'enjeu de cette élection. C'est battre Emmanuel Macron au Parlement européen. Notre ami Philippe Vardon l'a très bien expliqué. Dites-le et rappelez-le autour de vous, c'est une élection à un tour. Pour avoir des élus, il faut faire 5% minimum. Alors je le dis le plus simplement du monde à ceux qui hésitent, et je sais qu'il y en a peut-être parmi vous dans cette salle, entre le Rassemblement national... On n'a que les purs ici. Alors peut-être avez-vous des amis, des cousins, des petites copines qui hésitent entre le Rassemblement national et nous. Alors je vous le dis, à l'heure où je vous parle, a priori, Jordan Bardella est certain d'être élu avec un certain nombre de députés. Mais la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que les intérêts de la France seront mieux défendus s'il n'y a que le Rassemblement national dans un groupe aujourd'hui isolé, ou si les intérêts de la France seront mieux défendus s'il y a le Rassemblement national et Reconquête dans un groupe extrêmement puissant qui pourra être demain le groupe le plus influent d'Europe.
Et puis posez-leur une autre question. Quel est aujourd'hui le seul parti, je dis bien le seul parti, qui a mis au cœur de cette élection, comme enjeu principal et prioritaire, la question du grand remplacement et de l'islamisation? C'est Reconquête. Nous sommes le seul aujourd'hui à avoir posé ce sujet comme sujet prioritaire et primordial. Alors, parfois, c'est vrai, sous les railleries des journalistes. Ça peut arriver qu'ils nous expliquent que nous serions obsessionnels, monothématiques. Moi, je vous le dis, je suis capable, et je pense l'avoir démontré, de m'intéresser à beaucoup de sujets et de traiter et de répondre à tous ces sujets, parce qu'évidemment, quand on fait de la politique, on s'intéresse à tous les aspects de la vie politique, et c'est bien normal et c'est bien légitime, et nos concitoyens nous attendent sur toutes les questions, et notamment sur les questions, évidemment, de fin de mois et de pouvoir d'achat, et on y reviendra peut-être si vous avez des questions. Croyez-moi, nous avons beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses beaucoup plus originales que ce qu'on entend souvent dans la vie politique française, mais je vous le dis, nous assumons aussi, et j'assume devant vous, de dire que le sujet existentiel et vital pour nous, le plus immédiat et qui menace d'être irréversible, c'est celui du grand remplacement. Nous le répéterons encore et encore s'il faut. Exactement, on est chez nous et on compte bien le rester, et c'est tout l'enjeu de ce sujet. Parce que, vous savez, l'économie, c'est réversible. La dette, c'est réversible. La démographie, c'est irréversible. La démographie, c'est irréversible. Le jour où vous êtes minoritaire chez vous, vous n'êtes plus un peuple libre. Vous n'êtes plus libre de vivre comme vous le souhaitez, selon vos mœurs, vos coutumes, vos traditions et vos valeurs. Et nous voyons déjà ce processus à l'œuvre. Je n'arrive pas à comprendre comment aujourd'hui les commentateurs de la vie publique ne prennent pas la mesure de ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Est-ce que vous avez vu la compilation de ce qu'on appelle des faits divers, que je qualifie moi de faits de société, qui se sont passés en 3 semaines seulement? En 3 semaines seulement, nous avons une jeune fille qui a été lynchée parce qu'elle ne porte pas le voile à l'école. Nous avons une autre jeune fille qui a été tabassée parce qu'elle n'a pas respecté le ramadan. Hier, nous avons un homme qui a été poignardé à Bordeaux parce qu'il buvait une bière en période de ramadan. Et avant cela, nous avons eu toute une polémique sur l'école, mais qui n'est pas nouvelle, mais qui s'accélère de manière tellement spectaculaire qu'un certain nombre de journalistes semblent découvrir, où nous avons des témoignages de proviseurs, de professeurs, y compris sur le 20h de TF1, qui viennent expliquer qu'ils n'osent plus prononcer le mot juif lorsqu'ils enseignent la Seconde Guerre mondiale, qu'ils n'osent plus dire à leurs élèves « n'écris pas comme un cochon », de peur de se faire insulter par leurs élèves musulmans, qui renoncent à enseigner l'histoire de l'art sous la Renaissance parce qu'il y a des nus sur un certain nombre de tableaux, des professeurs de sport qui refusent de respecter la mixité dans les cours de sport et d'éducation physique parce qu'ils craignent là aussi un certain nombre de débordements. Voilà aujourd'hui quel est l'état de l'école. Et je ne vous parle pas de l'explosion de ce qu'on appelle pudiquement les atteintes à la laïcité, autrement dit les offensives islamiques dans l'école publique et qui se multiplient. Alors, tout cela, une fois de plus, ne relève pas du fait divers anecdotique. C'est le processus de grand remplacement en cours. Et ce qui nous apparaît aujourd'hui, peut-être encore diffus, anecdotique, marginal, je vous le dis, deviendra notre quotidien, deviendra la normalité, la banalité. Si l'islam devient majoritaire demain en France sous le poids de l'immigration, alors il n'y aura plus de mixité entre les hommes et les femmes à l'école et dans l'espace public. Il n'y aura plus de liberté d'expression. Il y aura l'application de la charia alimentaire et de la charia vestimentaire comme il y a dans l'intégralité des pays musulmans de ce monde. Alors moi, je vous le dis, j'ai 2 petites filles. J'ai une petite fille de 9 ans et j'ai une petite fille de 20 mois. Et je me battrai tous les jours et de toutes mes forces pour ne pas qu'elles finissent voilées sur la terre de leurs ancêtres. Et évidemment, pendant longtemps, les Bretons ont cru ou espéré échapper à ce calvaire. Et ils ont échappé, c'est vrai, pendant quelques décennies à l'immigration de peuplement à l'œuvre dans d'autres parties du territoire français. Mais c'est fini. C'est fini.
Et vous le voyez déjà dans les grandes villes, et vous les voyez même dans les villes moyennes, et vous le voyez même dans les campagnes. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Emmanuel Macron est en train d'organiser la répartition des migrants partout dans nos campagnes. Et ça n'est pas une politique d'urgence, c'est une politique de peuplement. Il a utilisé lui-même le terme. C'est une volonté politique, c'est un projet politique de revitalisation des campagnes françaises. Voilà. Donc il dit, ils sont incapables de revitaliser ces campagnes par l'industrie, par l'agriculture, par l'emploi, par des services publics décents, par une école présente, par des transports adaptés. Mais en revanche, ils espèrent que le dernier migrant soudanais ou afghan va venir revitaliser les campagnes bretonnes. Et le plus insupportable, je vais vous dire le plus insupportable, c'est ce qui se passe à l'occasion de ces JO. En fait, ce ne sont pas les JO de la France et des Français. Ce sont les JO du 93. Voilà. Donc on a le village olympique dans le 93, avec, j'ai vu ça, 200 000 ou 300 000 places gratuites qui vont être distribuées aux habitants du 93. Jamais pour les autres, hein. Jamais pour les petits jeunes des campagnes françaises, ça c'est pas intéressant. Et pendant ce temps-là, on répartit en catimini les migrants qui se trouvent dans le 93 et en Ile-de-France, partout dans les campagnes françaises. Donc en fait, le reste de la France sert de délestage en fait. Voilà, de délestage pour cacher les populations qu'on ne veut pas à l'occasion de ce grand événement international. Et donc, c'est les JO du 93. Pour ouvrir la cérémonie et vous représenter aux yeux du monde, nous aurons la chanteuse donc Aya Nakamura, qui est connue pour sa parfaite maîtrise de la langue de Molière et puis sa distinction particulière. Et nous avons une affiche également, une affiche dans laquelle le gouvernement français a pris soin tout de même d'effacer évidemment toute référence aux racines chrétiennes et notamment d'effacer la fameuse croix qui se trouvait sur le dôme des Invalides. Voilà donc l'image que ce gouvernement veut renvoyer de nous aux yeux du monde. C'est fini. Ils ont décidé de mettre fin à la France. Leur France à eux, c'est la Poste-France. La Poste-France multiculturelle du 93. La Poste-France qui ne parle plus français dans ses chansons. La Poste-France qui dissimule, qui nie même ses racines chrétiennes. Ils vous ont effacé. Vous êtes bons pour récupérer les migrants dans les campagnes. Mais c'est plus vous, la France de demain, selon vous. Alors, si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est pour vous dire que nous n'allons pas baisser les yeux, que nous ne sommes pas morts, que nous sommes encore un peuple vivant et que nous en avons assez d'être effacés, d'être oubliés, d'être méprisés. Et qu'à l'occasion de ces élections, je vous le promets, nous allons leur envoyer ce signal que nous sommes encore vivants dans notre pays. Alors évidemment, ce défi-là, il n'est pas seulement français. C'est un défi continental, c'est un défi européen, d'où l'importance du sujet, bien sûr, de l'immigration à l'occasion de ces élections européennes. Je vous le dis, l'année dernière, pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, il y a eu plus de migrants qui sont rentrés sur le sol européen que d'enfants qui sont nés sur le sol européen. C'est une statistique évidemment dramatique, absolument dramatique, d'où l'impérative nécessité de reprendre la main au Parlement pour pouvoir accompagner des politiques démographiques et dans le même temps faire en sorte que l'Union européenne fasse ce sur quoi on l'attend, c'est-à-dire protéger nos frontières par un certain nombre de mesures comme le fameux blocus naval européen que nous souhaitons mettre en place lorsque nous aurons affaire demain au Parlement européen. Alors évidemment, il n'y a pas que ce sujet qui menace l'avenir des Français et l'avenir des Européens. Il y a une autre idéologie, pas seulement l'idéologie de la post-France multiculturelle ou islamo-gauchiste, mais celle du fanatisme écologique. On en a beaucoup parlé à l'occasion de la crise agricole. Il a fallu que nos agriculteurs remontent, ils fassent 500, 600 bornes, parfois 700 bornes avec leurs tracteurs pour monter à Paris, pour qu'enfin on daigne les regarder, qu'ils soient au bord du suicide et au bord des larmes, pour qu'enfin on daigne leur accorder un petit regard, une petite considération et leur faire quelques promesses, alors que ça fait maintenant des décennies qu'ils sont en train de mourir et de disparaître dans l'indifférence générale. Et donc là, d'un coup, on a découvert que ce Parlement européen, depuis des années maintenant, avait voté
ce qu'il qualifie être le pacte vert. Alors, le pacte vert, je vous la fais rapide, c'est un ensemble de textes législatifs portés par une vision écologique complètement délirante qui vise la réduction des émissions de gaz à effet de serre de près de 50% d'ici 2035. Et donc, évidemment, derrière ces objectifs complètement inatteignables et complètement délirants, il y a des objectifs de décroissance de la production agricole et industrielle française et européenne. Le pacte vert, concrètement, c'est quoi? C'est, selon tous les rapports qui se sont penchés sur le sujet, une baisse avérée et dramatique de la production agricole européenne. Et donc, qui dit baisse de la production agricole veut dire, bien sûr, mécaniquement, augmentation des importations des produits étrangers, ce que nous voyons déjà à l'œuvre depuis des décennies, puisque la France a doublé ses importations de produits agricoles depuis les années 2000. C'est aussi, pour vous donner des exemples très concrets, la fin de l'automobile à voiture thermique à partir de 2035. Une des industries sur lesquelles l'Europe est en pointe pour la sacrifier au bénéfice exclusif de l'industrie de l'automobile électrique, sur laquelle, pour le coup, les Chinois ont 10 ans d'avance sur nous. C'est la sortie de 7 millions de logements du marché locatif en raison des nouvelles réglementations sur la performance énergétique. Donc vous, demain, en tant que propriétaire, vous ne pourrez plus louer votre logement si vous ne répondez pas à ces critères complètement délirants de performance énergétique. C'est un tsunami de normes, de règles, de contraintes. Il y en a une en particulier qui est complètement délirante, mais je pourrais vous en citer des dizaines. C'est une directive qu'on appelle la directive CSRD, qui va s'appliquer à partir de 2028 à toutes les entreprises de plus de 10 salariés, ça ne va pas chercher très loin, qui obligeront toutes ces entreprises à rendre chaque année un rapport sur leur bilan environnemental, carbone, social, moral dans leur activité. Et donc vous, chef d'entreprise, vous allez devoir chaque année payer des experts pour faire le bilan carbone sur vos pratiques, vos émissions de gaz à effet de serre, le respect d'un certain nombre de principes moraux. Voilà. Enfin, c'est complètement délirant. Et le résultat de cela, c'est qu'aujourd'hui, le coût des normes dans notre pays, c'est près de 100 milliards par an, dont 20 milliards sont directement liés aux normes imposées par l'Union européenne. Et donc, en fait, on a le paradoxe d'avoir une Union européenne qui, dans un agenda idéologique complètement déconnecté, hors sol, est en train d'organiser l'appauvrissement, la décroissance et la désindustrialisation par une contrainte des taxes et des normes complètement délirantes, et dans le même temps, qui ouvre l'intégralité de nos marchés au monde entier en votant chaque année qui passe de nouveaux traités de libre-échange. Et donc, on a cette extraordinaire hypocrisie d'avoir aujourd'hui dans nos assiettes, par exemple, des agneaux de Nouvelle-Zélande qui font 22 000 km pour arriver chez nous, qui sont transportés dans l'azote et qui sont nourris avec de l'herbe, traités à des insecticides interdits en Europe, pendant que nos éleveurs ovins sont en train de mourir sous la fiscalité, les normes et les contraintes. Et donc ça, c'est vrai que c'est le grand défi politique de ces années à venir. Parce que les écologistes sont devenus le nouveau magistère moral, si je puis dire, aujourd'hui de l'ensemble de la classe politique. Personne n'ose contester leurs vues, personne n'ose contester leurs solutions. C'est eux qui, de manière très discrète et en même temps très efficace, ont saboté notre filière nucléaire, avec, il est vrai, une petite aide des lobbies allemands qui étaient bien contents de mettre à bas cet atout compétitif pour la France. Et c'est eux qui sont en train de recouvrir l'intégralité de nos façades maritimes par des éoliennes maritimes et des éoliennes offshore, comme vous le voyez notamment avec le parc de Saint-Nazaire. Et pour vous donner un autre exemple sur ce pacte vert, il y a une directive dans ce pacte vert qui impose que demain, 45% de la production d'électricité en Europe soit produite grâce à des énergies renouvelables. Et donc si on fait cela, non seulement ça va en totale contradiction avec nos soi-disant objectifs nucléaires, mais ça veut dire que demain, l'intégralité de la façade maritime française sera recouverte d'éoliennes. Et pourquoi faire ? Pour avoir le modèle allemand qui est celui aujourd'hui d'un modèle qui a voulu aller vers le tout renouvelable et qui se retrouve à rouvrir des centrales à gaz et à charbon parce qu'évidemment,
cette énergie qui dépend du soleil et du vent est intermittente, que cette électricité ne se stocke pas. Et donc, quand il n'y a pas de soleil et quand il n'y a pas de vent, eh bien, on fait tourner les centrales à charbon plein gaz en allant polluer ensuite le ciel de Paris quand les vents allemands se tournent vers la capitale. Voilà donc le modèle délirant, hypocrite et coûteux qu'ils sont en train de nous imposer. Et j'en finirai par là sur ce sujet, mais je pense que c'est très important que vous l'ayez en tête. C'est un pacte qui est de surcroît non seulement inatteignable, sauf, une fois de plus, à organiser la décroissance. Et moi, je vous le dis, je pense que c'est l'objectif. En fait, derrière le coup de communication de « on veut sauver la nature et les oiseaux et les paysages », en fait, ces gens-là sont des anticapitalistes. Le but pour eux, c'est d'organiser la décroissance et de lutter contre ce qu'ils pensent être la toxicité du capitalisme. C'est ça, en fait, le vrai projet derrière le cache-sexe de l'écologie. Mais au-delà du fait que c'est inatteignable, c'est aussi très injuste. Très injuste parce que ces objectifs de baisse d'émissions de gaz à effet de serre, ils sont calculés par pays. Selon un calcul qui est fait depuis les années 80. Sauf qu'on oublie une chose, c'est qu'en France, dans les années 80, nous émettions 2 fois moins de gaz à effet de serre que l'Allemagne, grâce au nucléaire. Et pour autant, on nous impose exactement les mêmes objectifs. Donc c'est la double peine pour nous. C'est la double peine pour nous. Nous étions extrêmement vertueux et nous allons devoir payer ça beaucoup plus cher et beaucoup plus durement parce que nous étions plus vertueux. En rappelant tout de même, pour remettre tout ça un peu en perspective, que la France, c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. 1%. Donc tout ça pour ça. Et enfin, c'est insoutenable financièrement puisque le gouvernement avait commandé un rapport sur ce pacte vert pour savoir combien il pourrait coûter. Et ce rapport, qui s'appelle Pisani-Ferry, avait abouti à la conclusion suivante qu'il faudrait pas moins de 66 milliards d'euros par an pour permettre d'atteindre ces objectifs du pacte vert. Et donc, il faudrait tabler dans les décennies à venir à une augmentation de la dette de près de 20%. Voilà donc le grand projet qu'ils ont en tête et qu'ils n'ont pas annulé, qu'ils n'ont qu'en partie reporté au lendemain des élections. C'est ce qu'a dit Ursula von der Leyen, c'est ce qu'a dit le président de la commission de l'environnement macroniste. Quand ils ont vu la grogne des agriculteurs, ils ont dit « Non, vous inquiétez pas, c'est bon, on met ça sous le tapis, on s'en occupera après ». Mais ils n'y ont absolument pas renoncé. Et donc ça, c'est l'autre enjeu qui doit être le nôtre lors de ces élections européennes. Changer cette majorité pour mettre fin à cet agenda totalitaire du fanatisme écologique qui n'ont aucun sens sur le plan écologique et qui vont organiser l'appauvrissement de l'Europe, pendant que la Chine, évidemment, se frotte les mains face à ce qui est en train de nous arriver. Et je vous le dis pour conclure sur ce sujet, parce que nous avons beaucoup de propositions dans notre programme sur le thème de l'environnement, mais je crois que le préambule, c'est de vous dire l'approche philosophique qui nous différencie de cette influence écologiste. C'est qu'eux considèrent que l'homme est le problème, que l'homme est le parasite. D'ailleurs, vous l'avez vu, Sandrine Rousseau, il y a quelques jours de cela, s'était félicitée de la baisse de la démographie, parce que vous comprenez quand même, un enfant, c'est quand même un bilan carbone, donc c'est quand même un problème pour la planète. Enfin, c'est la même idéologie qui entraîne le véganisme, l'antispécisme, enfin tous ces délires que vous voyez à l'œuvre au quotidien et qui prennent malgré tout de l'ampleur, en particulier chez la jeune génération, jusqu'à créer des psychoses. On pourrait regarder ça avec inquiétude, parce qu'honnêtement, il y a de plus en plus de jeunes qui sont frappés par cette forme d'éco-anxiété, parfois jusqu'à des pensées suicidaires. Enfin, ils sont en train véritablement de détruire moralement notre jeunesse. Eh bien moi, je vous le dis, je crois au contraire que l'homme est la solution. Je crois que c'est le génie humain qui va nous permettre de trouver des portes de sortie face à ce défi environnemental qui, bien sûr, nous concerne et nous intéresse. Je vais vous donner quelques exemples qui devraient nous enthousiasmer. L'Europe, et la France en particulier, est aujourd'hui meneur sur des projets de mini-réacteurs nucléaires qu'on appelle SMR, des mini-réacteurs de demain qui permettront d'être mis sur des bateaux, des cargos ou dans des immeubles pour rendre justement ces infrastructures autonomes sur le plan énergétique. Ce sont des projets extrêmement enthousiasmants et là, nous pourrions de nouveau être leaders. Il y a aujourd'hui à Limoges
des chercheurs qui travaillent sur ce qu'on appelle des molécules photosensibles, qui pourraient être une alternative au glyphosate, qui est un des pesticides qui fait débat aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Nous avons des Lyonnais qui sont en train d'inventer une révolution en termes de matière de stockage de carbone. Nous sommes en train de mettre en place et de découvrir en Europe des alternatives aux pesticides grâce à la combinaison de l'IA et de laser qui permettrait de pouvoir se passer intégralement de pesticides dans la production agricole demain. Nous avons donc ce génie. Mais évidemment, ces chercheurs, ils ne font pas de bruit, ces ingénieurs, ils ne font pas de bruit, personne ne s'y intéresse, personne ne les soutient. C'est une galère sans nom pour avoir un crédit en France, pour être accompagné, alors que c'est là, précisément, que nous devrions avoir l'Union européenne. C'est là qu'elle devrait être présente, plutôt que d'avoir aujourd'hui les amis de Madame Toussaint et les amis de Madame des écologistes qui vont dans les musées jeter de la soupe ou de la peinture à la tête de la Joconde. C'est là où nous devrions être présents sur le défi écologique. Donc je veux que vous soyez, non pas résignés, mais enthousiastes là aussi sur ce sujet, parce que croyez-moi, nous qui suivons ce dossier de loin, il y a aujourd'hui des dizaines, si ce n'est des centaines de créateurs, d'inventeurs et d'ingénieurs en France qui nous surprennent et qui demain pourraient faire de nous, de nouveau sur ce sujet comme sur d'autres, la première puissance mondiale, comme je le disais tout à l'heure dans la vidéo.